fait, la femme a un pouvoir sur son corps qui est impressionnant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Entre popote et lessive, un podcast de Parentia dans lequel on discute avec une personnalité et un expert sur la grossesse, l'accouchement et les premiers mois de la vie d'une maman. Ce podcast est divisé en 5 épisodes sur 5 thèmes distincts que vous pouvez écouter où et quand vous voulez. Je suis Chalimar et c'est dans un endroit très cosy qu'on va parler et échanger sans tabou. Autour de la table, il y a Julie Taton. Bonjour. Salut. Que vous connaissez bien, animatrice sur Énergie, maman de 2 petits bouts. Côme qui a maintenant 5-6 ans, presque 6 ans. Ouais, il va avoir 6 ans en avril déjà, mon Dieu. Et Taoé qui a tout pile 1 an et demi. Et puis notre experte aussi qui est là, Aline Schountius. Les petites chaussures. Les petites chaussures, oui. Trop mignon. Qui est sage-femme au sein de l'espace naissance Amala, situé à Bruxelles. Donc bonjour les filles. Bonjour. Bonjour Chélie. Coucou. Alors dans ce premier épisode, on va tout simplement aborder l'envie d'avoir des enfants et surtout la conception d'un bébé. Et donc la première question que j'ai envie de te poser, Julie, c'est à quel moment tu as eu envie de faire un enfant ? À quel moment tu t'es dit, ok, maintenant j'ai envie de devenir maman ? Mais moi, en fait, j'ai vraiment voulu avoir un enfant très très jeune. Ma maman m'avait eu à 20 ans. Donc pour moi, c'était quelque chose de normal de devenir maman aussi à 20 ans et de créer en fait le lien que j'ai avec ma maman, avec mes enfants. Et puis quand j'avais 20 ans, j'étais avec quelqu'un, avec un partenaire, qui au début, je me disais oui. Et puis je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, c'était plus qu'une envie personnelle. Il fallait que ce soit quand même un cheminement à deux, un partage, une envie aussi à deux, et aussi avoir le bon papa. Alors le bon papa, c'est aussi quelque chose de particulier, mais de se dire, même si c'est quand même un peu délicat ce que je vais dire, mais en tout cas, à l'époque, quand j'avais 20 ans, à mes yeux, cette personne n'était pas idéalement le papa dont je rêvais, dont je voulais pour mes enfants. Et la vie a fait que quelques années plus tard, on s'est séparés, etc. Et aujourd'hui, c'est un papa extraordinaire pour ses enfants dans son histoire. Et moi, aujourd'hui, j'ai croisé la route de l'homme de ma vie, du papa de mes enfants, où pour moi, c'était une évidence. Et je me suis dit, avec lui, c'est OK. Mais donc, du coup, j'ai déplacé, un petit peu les choses, puisque de 20 ans, je suis passée à 32 ans. Oui, donc t'es tombée enceinte à 32 ans. 31 ans et quelques, et Côme est arrivé, quand j'avais dans l'année de mes 32 ans. Mais c'est vrai que j'ai l'impression, et Aline va certainement le dire aussi, qu'on tombe enceinte de plus en plus tard. En tout cas, les femmes, elles ont envie d'enfants beaucoup plus tard qu'avant. Ah, tout à fait, on voit une évolution dans les chiffres de la natalité, que les femmes tombent enceintes de plus en plus tard, plus en plus vers la trentaine, que ce soit en Wallonie ou à Bruxelles, on voit bien que on est plutôt autour d'un âge moyen d'une 30aine d'années, et ça s'explique pour différentes raisons. Bien, les études durent plus longtemps, il y a aussi le fait qu'on puisse vivre ensemble avant de se marier et de concevoir une famille, et ce qui permet en effet au couple de se chercher, de s'ajuster, ce qui est quand même un avantage pour les enfants et pour le couple quand même, si on peut éviter les divorces avec les enfants dans le paquet, mais aussi une certaine forme d'insécurité c'est financière, de vouloir d'abord vivre un peu sa vie, et puis avoir un peu de sous de côté, construire un autre projet immobilier, ou d'avoir... ça s'explique par là aussi. Le fait aussi de pouvoir contrôler sa fertilité, ça a changé quand même pas mal. Mais justement, en parlant de fertilité, il n'y a rien à faire. Quand on attend longtemps, c'est de plus en plus compliqué aussi de tomber enceinte. C'est sûr. Alors, quand jusque vers 35 ans, on a environ une chance de tomber enceinte naturellement très facilement. Mais à partir de 35 ans, on passe à une vingtaine de pourcents pour pouvoir tomber enceinte chaque mois. Peu, à 40 ans, on est à 5% de chance de tomber enceinte. Donc, clairement, on est avec notre patrimoine d'ovocytes qui est déjà, qu'on a conçu dans le ventre de notre maman. Donc, en fait, notre grand-mère porte déjà nos enfants, quelque part. On est avec, et c'est sûr que ça décline au fil du temps. Après, il y a l'impact de la pollution, il y a l'impact du stress, tout ça va jouer aussi. Et donc, c'est clair que plus on avance en âge, plus il va falloir se préparer à cette grossesse. Alors, c'est pas parce qu'on est une vieille maman, alors on n'est pas vieille à 35 ou à 40 ans. Ah non, mais loin de là. Mais ça veut dire qu'encore plus, même quand on démarre ses enfants, son projet de fertilité d'enfants avant la trentaine, c'est quand même de se préparer, de quand même préparer le corps, le sien
mais nous, on a déjà notre patrimoine, mais aussi celui de son compagnon. Parce que nos hommes, eux, ils produisent leur spermatozoïdes en continu. Alors parfois, on a des couples, on n'est pas toujours un homme, une femme, ça peut être deux femmes ou alors les nouvelles familles où on est plusieurs, mais c'est vraiment quelque chose à prendre en considération d'avant, quand on peut, parce que parfois on ne choisit pas, quand on peut, c'est vraiment de préparer la grossesse avant de tomber enceinte. Ah ouais. Et c'est ce que tu as fait, toi, Julie ? Mais non, moi du tout. C'est-à-dire que moi, je me suis vraiment laissée porter par la vie, par mes envies, par mes besoins. Et c'est un jour où je me suis réveillée, je me suis dit, go, c'est maintenant. Et c'est vrai que je voulais rebondir là-dessus. C'est que, en fait, on ne mesure pas que ça peut être compliqué. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance d'avoir Côme très rapidement. J'ai arrêté la pilule et le mois d'après, je tombais enceinte. Donc, ça a été un peu comme une espèce de magie. Mais donc, pour moi, c'était entre guillemets normal. J'arrête la pilule, je tombe enceinte, c'est très bien, c'est tout à fait normal. Et pour Taoué, par contre, on a dû attendre 1 an et demi. J'ai fait plusieurs fausses couches, ça ne démarrait pas, ça se mettait pas, c'était un peu plus compliqué. Et c'est vrai que là, et encore, je pense que j'ai de la chance par rapport à d'autres femmes qui doivent attendre des années, voire qui doivent passer par des traitements pour y arriver. Mais tu rentres dans un mindset, dans un état d'esprit où en fait, ça devient compliqué. Il faut calculer, il faut faire attention, ça devient stressant. Et encore, moi je dis, je n'ai attendu qu'1 an et demi pour avoir Taoué, donc c'est pas non plus. Et est-ce que toi, tu as fait appel à toutes ces applications pour calculer, pour voir. T'as pris ta température aussi ? Oui, mais ça par contre, je suis un peu boulet, donc je savais pas trop, donc je comprenais pas, puis je voyais pas trop de différence, donc ça me parlait pas trop. Mais j'ai téléchargé effectivement une espèce de petite application où on te donnait ton cycle, tu rentrais ton premier jour de règles. Mais ça fonctionne, hein ? Franchement, ça nous a vraiment aidé, parce que moi, j'avais aucune idée de tout ça. J'ai toujours été. Moi, je prends la pilule depuis que j'ai 16 ans. Je pense, non, même 16 ans, très jeune, j'ai pris la pilule. Parce que j'avais vraiment de fortes maux de tête, de fortes règles. Et donc, ma maman m'a dit, écoute, prends la pilule, hop, c'est go. Et c'est vrai que ça a stabilisé beaucoup de choses. Mais voilà, ça reste des hormones quand même un peu... Et c'est super, ces petites applications, parce que ça nous permet aussi de devenir plus consciente de comment fonctionne notre corps. D'être vrai. plus à l'écoute de, ah oui, mais tiens, pour être très cru, ma glaire cervicale a changé. Ah oui, tiens, mais qu'est-ce qui se passe dans mes seins ? Tiens, mais on ne connaît pas. Non, il n'y a aucune vrai. de nos mères qui nous a expliqué, mais t'as remarqué qu'à tel moment de ton cycle, c'est un peu plus mouillé ou c'est un peu plus glaireux. Et tout ça, ça fait un peu crado comme ça. Mais c'est vachement intéressant. Et je trouve que par rapport à cette connaissance de soi et puis de sentir, tiens, oui, mais là, je suis en train d'ovuler, c'est le bon moment plutôt que... Et ça peut être l'application qui nous guide, évidemment. Mais d'être de plus avec la pilule, que je trouve une invention formidable, mais on s'est un peu déconnecté de notre cycle naturel. Complètement. Et de notre connaissance de nous physiquement. Et on devrait être... Alors là, c'est plus un propos plus féministe, mais on devrait être tout le temps la même. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. On devrait être productive toujours au même moment. Eh ben non, il y a des moments qui sont plus favorables à la conception, des moments plus favorables à la créativité, des moments plus favorables au repos. Et le fait, en effet, d'avoir pris le temps d'écouter ce qui se passait dans ton corps, voilà. Mais je trouvais ça hyper intéressant. Et c'est vrai que pour rebondir de nouveau sur ce que tu dis, c'est que j'avais pris aussi le pli à ce moment-là de ne plus faire de sport intense, en tout cas, et de vraiment me dépenser pendant ma période de règles pour respecter mon corps. Oui, parce qu'en fait, visiblement, je sais plus quel thérapeute m'avait dit à l'époque, puisque j'étais partie un peu dans de la médecine parallèle, donc pour Taoué, où c'était un peu plus compliqué, d'être vraiment à l'écoute effectivement de mon corps et de se dire que quand tu lâches en fait ce sang, c'est quand même ton corps, enfin, je veux dire, c'est pas léger. Il y a les hormones, il y a le up and down, et donc d'être vraiment à l'écoute et d'être plus dans une période de cocon. Donc de chill, de prendre un bon bain, de se reposer, de bouquiner, d'aller dormir tôt, vraiment de prendre du temps pour moi, d'aller me faire masser, plutôt que d'aller à la salle de sport, me faire transpirer, pour voilà, et d'être plus à l'écoute. C'est quand on va ovuler, là c'est bien, c'est super. Ah oui, voilà, donc il paraît qu'il y a des périodes, effectivement, oui, donc voilà. Mais ça, c'est génial, effectivement. Mais c'est des choses qu'effectivement, si on n'écoute pas ce genre de podcast et on prend le temps d'en parler, en fait, moi, ma maman ne m'a jamais dit ça. Et voilà, je lui dis pas que c'est mal, parce que je pense qu'on n'a jamais pris le temps de lui dire non plus. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que je trouvais aussi important. Et c'est pour ça que ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui, c'est que le message en fait aussi que j'ai envie de faire passer, c'est que effectivement il faut se préparer parce qu'on n'est jamais prête en fait à ça, à tomber enceinte, à ce parcours, à cette aventure, à la découverte de son corps, au moment où on est enceinte, et on en parlera aussi après. Mais je trouve que c'est hyper intéressant en fait, en tout cas. Mais tu l'as dit, hein, Julie, toi t'es tombée enceinte très rapidement, en tout cas pour la première grossesse pour Côme. Qu'est-ce que tu as ressenti le jour où tu as vu que tu étais enceinte ?
C'était juste magique, c'était juste surréaliste. Enfin, tu réalises pas, et je crois que j'ai même pleuré, enfin tellement j'étais heureuse, et je me suis dit mais non, c'est pas possible. Et puis là, tu vas te voir dans le miroir et tu dis bon, ça y est, donc mon corps va changer à partir de maintenant. Et surtout quand tu conscientises en fait aussi, quand tu le sais, c'est vrai que directement c'est comme si tu acceptais que ton corps se transforme, on va dire. Et c'est vrai que par contre moi, parallèlement à ça, j'étais en pleine pression parce qu'à ce moment-là j'étais à Paris et j'avais une grosse pression sur une quotidienne en direct et donc du coup j'avais un peu cette dualité entre j'avais pas envie que ça se voie parce que je voulais pas j'acceptais pas entre guillemets à ce moment-là mon changement de corps, et donc je me suis rendu compte que pendant toute cette période-là c'est comme si en fait j'avais quand même un peu bloqué la sortie de mon ventre. Bon, mais ça c'était très agréable, donc j'étais totalement OK avec ça. J'étais là, j'ai des seins, ça y est. Mais c'est vrai que mon ventre est sorti quand j'ai terminé, par exemple, donc tout ce processus de boulot, et il est sorti à 6 mois, ce qui était très tard. Mais voilà, je me dis que c'est la vie et que c'est pas pour ça que j'ai pas accepté mon enfant. Mais je veux dire, c'était aussi un process où je voulais, et en même temps, comme moi, j'avais peur de l'image, de ce qu'on allait dire, et j'étais pas prête à le dire parce que je voulais pas qu'on parle de ça, que c'était pas mon actu, que blablabla. Je me rends compte que le corps, en fait, s'est adapté aussi à moi. Et c'est là où j'ai compris aussi alors c'est encore un autre sujet, mais les dénis, par exemple, ou toutes ces choses où en fait la femme a un pouvoir sur son corps qui est impressionnant. Oui, et puis ce qui n'est pas évident, c'est pour certaines femmes de voir ce corps qui se transforme parce qu'elles ont une certaine image de leur corps. Oui, ça c'est vrai. Et apprivoiser cette transformation n'est pas du tout évidente. Ou leur compagne ou leur compagnon n'accepte pas non plus parce que c'est rentrer dans un autre rapport à la transformation, mais à la transformation aussi ultérieure, je me reconnais pas, ce n'est plus mon identité, mais même physiquement, de se cogner ou de plus savoir quoi faire, ou d'avoir un compagnon qui dit mais c'est quoi ce truc, ou alors qui te trouve super sexy et toi pas il du est classe, tout. il faut changer. Alors la compagnon, non, mais pour les pères, on oublie souvent la compagne ou le compagnon qui se retrouve confronté, lui aussi ou elle aussi, à une autre personne ou à une personne en transformation. Et de pouvoir se faire accompagner, de ne pas rester toute seule en disant mais je me trouve moche, ou au contraire je me trouve extraordinaire. De rester pas toute seule, c'est important d'en parler. C'est pas tabou et il n'y a pas de mauvaise ou de bonne pensée. Et toutes les femmes ne s'épanouissent pas dans la grossesse. Ouais. Certaines, je me souviens de mamans qui étaient stressées affreusement pendant la grossesse et on s'est dit ouf, qu'est-ce que ça va faire après ? Et qui ont été des mamans hyper épanouies. Ouais. Et parce qu'aussi, au niveau hormonal, ça peut vraiment jouer un rôle sur... Il y a des femmes qui développent des dépressions prénatales. Il faut vraiment parler parce que ça aura un impact sur le postnatal, parce que les hormones vont jouer sur des zones fragiles dans le cerveau. Et donc, c'est vrai que la plupart des femmes se sentent bien dans leur grossesse, mais il ne faut pas oublier que d'autres non, et que celles qui ne se sentent pas bien dans leur grossesse, qu'elles s'entourent, qu'elles ne restent pas toutes seules avec ça. Ou les compagnons ou les compagnes non plus. Parce que justement, on a besoin que ce couple se rapproche et se soutienne, parce que ce qui va suivre après est costaud. Et plus on sera dans la communication, plus on sera dans l'écoute et le respect de l'autre, plus on va pouvoir construire des choses solides pour l'après. Eh bien, on va en parler justement de ta grossesse, Julie, dans le prochain podcast. Nous voilà arrivés à la fin de ce premier épisode de Entre Popote et Lessive, un podcast rendu possible grâce à Parentia, caisse d'allocation familiale. Vous pouvez les contacter pour un paiement ponctuel de votre prime de naissance ou vos allocations familiales. De plus, ils seront très heureux de vous aider et de vous accompagner sur toutes vos questions relatives à l'administration familiale. N'hésitez donc pas à jeter un œil sur parentia.be. Julie, Aline, merci. Je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie où on parlera bien de ta grossesse, Julie. Parentia, près des parents dès les premiers instants.